Donc nous sommes ici au Centre national Baha'i. Moi je m'appelle Rachel Kakouji, je travaille au bureau des affaires extérieures pour la foi Baha'i. Nous avons souhaité pouvoir offrir un espace de réflexion commune avec des partenaires avec lesquels on travaille. Et on travaille avec ces partenaires en réalité pour co-influencer, si je peux dire comme ça, la société, pour pouvoir contribuer à la réflexion, à l'action commune qui va permettre à notre société de se fonder sur des valeurs nobles, des valeurs élevées qui permettront, c'est notre conviction la plus profonde, de pouvoir contribuer à l'épanouissement de notre population et à sa prospérité matérielle et spirituelle. Abdul Baha est une figure centrale de la foi Baha'i. Le fondateur de la foi Baha'i, c'est Baha'u'llah. Et on parle ici de l'ère de la foi Baha'i qui maintenant a démarré depuis 177 ans. Alors, la mission centrale de Baha'u'llah, le pivot central, je dirais, de sa mission, c'est de pouvoir donner à l'humanité le remède qui permettra à cette humanité de s'organiser pour construire l'unité du genre humain. Donc cette paix universelle que nous chérissons tous. Alors avant que Baha'u'llah ne nous quitte, Baha'u'llah est né à Téhéran par exil forcé puisqu'il s'est présenté comme l'envoyé pour cette terre. Donc comme à chaque envoyé de Dieu, il y a toujours énormément de forces contraires et donc il a été exilé, forcé d'être exilé jusqu'à arriver en Israël, à Haïfa, où il est décédé. Et avant de partir, et ça c'est une première, on va dire, dans les annales de toute l'histoire de la religion, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu, hein, c'est des étapes au fur et à mesure que Dieu révèle en envoyant ses messagers. Avant de partir, dans son testament, il a enjoint à la communauté, c'était une direction très claire, qu'à son départ, nous devions suivre Abdul Baha. Alors il l'a fait. Abdul Baha était son fils aîné, avait des qualités et des vertus, ça reste un mystère en fait parce qu'il était vraiment doté d'une grande perfection dans son caractère et il a le sens du fait que Abdul Baha a été désigné comme étant celui qui va continuer à diriger la communauté, a été de préserver l'unité en fait de la communauté Baha'i, donc l'unité de la religion, pour ne pas qu'après le départ de Baha'u'llah, il y ait éventuellement une scission, donc que ce soit vraiment une unité. Alors, il était le gardien de cette unité et dans ce sens aussi le seul interprète. Alors c'est pour cela qu'en tant qu'interprète, il a aussi lui expliqué la plupart des écrits de Baha'u'llah pour qu'ils soient très accessibles. Et donc, nous avons choisi une citation d'Abdul Baha sur le thème de l'égalité des femmes et des hommes. Donc, qui est vraiment une citation qui va nous permettre de nous lancer, d'impulser cette réflexion sur la pertinence de la cohésion des genres. Alors, si vous me le permettez, je vais vous la lire. Abdul Baha dit ceci: « Le monde de l'humanité possède deux ailes. L'une est constituée par les hommes, l'autre par les femmes. Tant que les deux ailes ne sont pas également développées, l'oiseau ne peut voler. Si une aile demeure faible, le vol est impossible. Tant que le monde des femmes ne deviendra pas égal au monde des hommes sur le plan de l'acquisition des vertus et des perfections, le succès et la prospérité ne pourront être réalisés comme ils le devraient. » Alors je pense que cette citation, en fait, elle va nous permettre de travailler à la lumière des différents aspects, que ce soit les aspects même de la science, que dit la science, de la loi et de la religion, bien sûr, donc c'est-à-dire du regard, quel est le regard de Dieu sur le genre humain, sur l'homme.
En fait, d'abord, il faut voir l'égalité en 3 aspects. Lorsqu'on parle de l'égalité des genres, hein, le genre féminin et masculin ou tout autre genre que l'humain pense avoir, c'est d'abord une égalité en termes physiologiques. Ça veut dire qu'on regarde l'égalité en termes physiologiques, on voit que nous naissons tous et nous mourrons tous. Nous sommes tous pratiquement composés d'hémoglobine. Nous avons besoin d'air, hein, de l'oxygène pour vivre. Et sans oxygène, nous mourrons. Nous avons tous besoin de l'ovule, du sperme pour la reproduction humaine. Donc en termes d'égalité, nous devons d'abord regarder notre physiologie qui nous met au même pied d'égalité. Ça veut dire que nous naissons tous et nous allons tous mourir. Ça, c'est une réalité et c'est ça qui fait d'abord la première égalité parce que chaque être humain naît libre en droit selon... Maintenant, le deuxième aspect, c'est l'égalité en termes de loi. Et la loi nous donne, les êtres humains sont égaux. Et nous avons aussi l'égalité divine. Ça veut dire que pour ceux qui sont religieux et qui croient en Dieu, devant Dieu, il n'y a ni homme ni femme, c'est l'âme qui est là. Il y a l'esprit. Donc il n'y a pas... donc voilà, c'est un peu ce genre d'expression que je voudrais vous démontrer en parlant de l'égalité. L'égalité physiologique, légale et divine. On a un article dans notre Constitution, l'article 14, merci, l'article 14, qui justement a mis tous les modes, toutes les procédures nécessaires pour que, aussi au niveau de la loi, on puisse s'organiser dans notre société, au sein des institutions notamment, pour qu'il y ait cette parité. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'aller encore même plus en profondeur et avec tout ce qui vient déjà d'être dit, on sent qu'on ne peut pas rester juste au niveau quantitatif. On sent que quelque part, l'égalité, comme ça vient d'être dit, va faire ressortir la beauté de la différence parce qu'on va être dans une complémentarité. En fait, on va être complémentaire en réalité. Et donc ici, même au niveau de la parité, on va chercher pas l'égalité nécessairement quantitative, bien qu'elle donne un coup de pouce réel, mais surtout la qualité. Et ce qui devient intéressant, c'est que si on est sincère avec soi-même dans une réflexion, on peut se dire que chacun à l'intérieur de nous, on a différents types d'attributs. Dans notre société, comme ça venait d'être dit, culturellement, sociétalement, on a tendance à dire que, par exemple, la qualité de l'amour, de l'intuition, de la résilience, de la compassion, ce sera plutôt du féminin. On a tendance à dire que la puissance, la force, la détermination, la performance, ce sera plutôt du masculin. Mais en vrai, si on est vraiment sincère en soi, et si on fait cette introspection, ce chemin intérieur, on se rend compte que et hommes et femmes, on a les deux. Tout à fait. Et donc il y a peut-être un équilibre, il y a aussi dans la démarche de la réflexion du développement personnel, finalement avoir un chemin intérieur et de trouver l'équilibre. Donc c'est-à-dire qu'en tant que par exemple homme ou femme, quel qu'il soit, on peut très bien se dire, ben voilà, je peux avoir une détermination empreinte de résilience pour poursuivre un objectif noble qui va contribuer à la cohésion sociale, par exemple. Voyez-vous? Donc ça devient maintenant ce savant équilibre au sein pour chaque âme. L'être humain est assez spécifique parce que nous sommes une information génétique. Donc chaque être humain a une information génétique spéciale qu'il acquiert de ses parents et de ses arrière-grands-parents et de ses ancêtres. Et ces spécificités génétiques font que malgré nos différences, nous restons égaux parce que le processus reste le même. Et donc, en termes de différence, nous sommes différents, mais ça ne change en rien notre égalité. Et ça fait qu'aujourd'hui, nous ne devons pas être en compétition telle que, par exemple, physiologiquement, légalement ou de façon divine selon les termes établis de l'égalité, la réalité de l'égalité. Nous devons plutôt être complémentaires.
entre hommes et femmes et même entre êtres humains. Maintenant, on se regarde en tant qu'humain. Donc, il y a des personnes qui sont grandes, il y a des personnes qui sont petites, il y a des personnes qui sont un peu plus charnues, il y a d'autres personnes qui ont moins de mélanine, qui sont aujourd'hui dites blanches, il y en a d'autres qui en ont beaucoup plus, qui sont dites noires ou métissées. Donc, c'est d'abord en termes de notre humanité. Qui sommes-nous en tant qu'êtres humains? Nous avons des êtres humains, par exemple, qui ont moins de capacités que les autres, qui naissent avec une incapacité, que ce soit visuelle. Nous avons les myopes, qui c'est une incapacité qui découle d'une mutation génétique. Et donc, on ne peut pas les considérer comme des personnes qui ne sont pas égaux de nous. Tout autant qu'une personne qui naît avec une incapacité mobile, qui a un problème au niveau de la jambe, elle ne peut pas être considérée inégale à une autre personne. Elle est différente, elle a besoin de quelque chose, de renforcer ses capacités. Et donc, c'est là où intervient l'équité. Et donc, il est très important en tant qu'être humain de se voir d'abord humain et de voir quelles sont les capacités que les uns ont et que les autres n'ont pas, afin que nous puissions vivre dans une société en harmonie et en cohésion où on peut se compléter. Entre hommes et femmes, les femmes ont certaines capacités qui sont génétiquement acquises par la physiologie. Ça veut dire par exemple la possibilité de porter un enfant. Les hommes ne l'ont pas, mais cela ne nous rend pas inégaux du fait que la femme a des besoins qui sont physiologiques et qui l'incapacitent parfois pendant qu'elle attend famille, mais cela ne la rend pas inférieure ou inégale à l'homme. Mais ce sont nos sociétés qui créent les inégalités, parce que beaucoup des normes et des traditions qui construisent tout justement ce qu'on appelle aujourd'hui le genre en tant que construit de la société, parce que je vous ai parlé du genre physiologique, mais le genre construit par la société crée des inégalités et parfois sont des inégalités socio-économiques qui font des violences aux femmes. Il y a un état de conscience qui doit émerger. C'est un chemin qui démarre par l'individu, mais l'individu compose la communauté, les communautés, la diversité des communautés, et ensuite, évidemment, les institutions ont un rôle évidemment extrêmement dynamique. Ce sont des acteurs, individus, communautés, institutions sont des acteurs privilégiés. Et là, on est dans les pistes, on est sur une dimension, on va dire, où l'éducation va jouer un rôle central, capital. Et donc, dans l'éducation, évidemment, il va falloir avoir chez les différents acteurs, chacun sa responsabilité. Mais pour aller peut-être à l'essentiel, et puis on pourra comme ça partager les réflexions, on pourrait dire, en tous les cas, dans l'expérience que nous faisons en tant que Baha'i, c'est-à-dire dans la participation universelle avec toute croyance, toute catégorie sociale sur le terrain dans les communautés au niveau local. Donc on peut dire en fait que comme piste, un programme d'éducation multidimensionnel. C'est-à-dire qu'il va à la fois, comme on l'a à l'école, c'est vrai, éveiller l'importance de l'apprentissage au niveau physique, être en santé, c'est très important, comprendre la biologie, comprendre tout ça, c'est très important, le corps humain, mais aussi de la dimension intellectuelle pour développer les capacités, c'est ce qu'on apprend à l'école, et puis ne pas se limiter à cela, aller aussi sur l'éducation spirituelle. Et quand on parle d'éducation spirituelle, il ne s'agit pas de réciter par cœur les vertus ou les qualités. C'est une éducation qui doit trouver un mode d'apprentissage de l'action, dans l'action, pour vivre ces valeurs élevées. Et parce que quand on vit des valeurs élevées, mettons que vous ayez une personne qui a un poste de direction et qui est très bien formé techniquement sur ce qu'il doit faire, et qu'à un moment donné, il doit prendre une décision. S'il n'a pas été aussi nourri par cette dimension spirituelle, il y a des chances, il y a des possibilités en tous les cas que la décision technique qu'il va prendre, il va la prendre sous certains avantages et avec un manque de justice ou de justesse peut-être par rapport à ce qu'il devrait être supposé faire pour le bien d'une population. Voilà, et donc ce programme, je pense, il y a une réflexion à avoir autour d'un programme d'éducation, et ça c'est le pilier central pour la transformation de l'individu et de la société. Je m'appelle Kahambu
Aga Ghislaine. Je suis consacrée dans le mouvement de Focolari. Ça fait plusieurs années, c'est depuis 15 ans que je me suis lancée dans ces mouvements qui prônent l'unité dans la diversité. L'expérience que je peux donner comme femme dans cette initiative qui est une contribution. Je ne peux pas dire que c'est la grande réponse pour le problème du Congo, non. Puisque chaque entité, chaque personne doit donner quelque chose pour construire l'humanité, pour construire notre pays. Alors, quand nous avons lancé cette expérience, il y a eu 2 hommes et 2 femmes, et nous réfléchissons d'une manière très différente. Mais l'essentiel, ce n'est pas s'arrêter parce qu'on est différent. On a eu aussi des couacs sur le plan idéologique et sur le plan du caractère, des compréhensions de la vision du monde. Mais l'essentiel, c'est toujours recommencer. Ça fait partie de ces leaderships que nous sommes en train d'enseigner aux gens. On ne doit pas se bloquer devant les difficultés. Et quand on a fait une année pour étudier les problèmes du Congo, on devrait tirer les diagnostics. C'est à la fin qu'on a soulevé la division. Au moins pour nous, nous sommes convaincus que ce qui fait que le Congo ne marche pas, c'est la division. Et nous en avons fait un master. C'est pour cela que ça s'appelle Master du leadership de l'unité. Et je ne peux pas vous dire combien de difficultés nous avons eu dans le parcours. La deuxième chose que je voulais souligner, c'est ce leadership féminin là par rapport à l'économie. Disons, on n'a pas à réfléchir trop. Il suffit seulement d'ouvrir la porte et de voir qui est aux affaires. Maintenant, à ce moment ici, on peut sortir et compter. Depuis un temps, ce sont des femmes qui font vivre les familles en RDC. Il y a même des chansons qu'elles-mêmes ont créées pour, pour se soutenir et pour s'encourager. C'est-à-dire, l'économie congolaise aujourd'hui évolue dans l'informel, comme on le sait. Je pense à 80%, c'est dans l'informel. Actuellement, on a 90% des chômeurs. Mais si on vit encore, on est en bonne santé. Beaucoup de gens n'ont pas les conchoco. C'est la maman qui a créé la pâte d'arachide. Ils ont créé même les moringa. Ils sont en train de nous soigner d'une manière exceptionnelle. Il faut voir seulement quand il y a des manifestations de femmes. Parfois, j'ai la chair des poules quand je vois ce que les mamans sont en train de produire. Et depuis lors, je me suis dit, waouh! En tout cas, toute cette lutte, ça apporte déjà. Cette lutte, la considération de la femme. C'est-à-dire, dans ces manifestations, il y a une grande prise de conscience qui passe par l'éducation, bien entendu. Une prise de conscience que la femme, quand elle connaît d'abord ce qu'elle peut apporter, elle fait des miracles. En fait, moi, quand je parle des institutions, j'aime bien quand même clarifier une chose, c'est que la première institution, c'est d'abord dans la famille, au sein de la famille. La femme congolaise, elle est dans l'informel, mais elle est multidimensionnelle parce qu'elle éduque les enfants, elle donne la vie, elle éduque les enfants et puis en même temps, on la voit qui maintient l'économie de ce pays. Maintenant, si l'institution de la famille ne promouvoit pas l'apport que la femme apporte au niveau de sa propre famille, maintenant les institutions privées et étatiques, qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Et à notre niveau, nous pensons qu'au niveau des institutions étatiques, spécifiquement lorsqu'on parle des institutions publiques, donc le gouvernement en premier, c'est que c'est l'institution qui doit mettre en application les lois. Parce que je vous ai parlé tout à l'heure que l'égalité, c'était aussi en termes légal, donc en plus d'être en termes physiologiques et divines, c'est une réalité légale. Donc au niveau de la légalité, c'est le gouvernement qui doit mettre en application tous les instruments juridiques. La RDC a signé, mais au-delà de l'article 14, la RDC a signé la Convention pour l'élimination de toutes les formes de violences faites aux femmes. La RDC a signé le protocole de Maputo. Donc il est important de remettre la femme dans son rôle. Elle doit participer dans la gouvernance de ce pays. Lorsqu'on parle de la parité, souvent les gens pensent seulement quantitatif et évidemment ma sœur a dit tout à l'heure que ça doit être aussi qualitatif. Ça veut dire que nous voulons une
femme qui participe avec des compétences acquises par l'éducation. Mais lorsqu'on regarde aujourd'hui, la femme, celle qui détient, donc qui maintient même la survie et qui maintient l'économie informelle de ce pays, quelle est sa capacité intellectuelle en termes de la compréhension de comment est-ce que le gouvernement est dirigé? Donc ça veut dire que cette femme, elle est ostracisée, elle est mise à l'écart de la gouvernance des institutions publiques. Donc il faudrait que l'État fasse en sorte que non seulement qu'on ait des quotas, ça veut dire qu'on arrive à la parité, mais faire participer cette femme dans l'exécutif. Donc pas seulement au niveau, parce qu'elle est dans l'exécutif au niveau de sa famille, elle doit être dans l'exécutif au niveau local, au niveau provincial, au niveau national et au niveau international. Et ça, c'est pas une demande, c'est un droit. C'est le droit parce que c'est inscrit dans tous ces instruments juridiques et donc ils doivent faire un effort pour qu'il y ait la participation de la femme, pour que cette femme puisse apprendre et qu'elle devienne expérimentée. Parce qu'un des problèmes de la compétence, c'est d'avoir l'expérience. Et avec l'expérience, on acquiert une compétence qui fait qu'on nage au milieu des hommes dans toutes les structures finalement. C'est ça, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les femmes qui sont seules, qui élèvent leurs enfants seules, les mamans maraîchères, les veuves, si elles peuvent diriger leur maison, elles peuvent diriger un État. C'est ça. Et donc moi, je demande à ce que le gouvernement simplement respecte ses engagements, les engagements légaux inscrits dans tous les instruments juridiques que la RDC a soit adopté, ratifié et voilà quoi. Pour arriver à ce que la femme prenne toute sa plénitude et tout son leadership, il faut aussi que quelque part on accompagne ce processus. On a parlé d'éducation, c'est sûr, mais il faut, comme on l'a dit, la famille, c'est l'institution de base, et au niveau local. Qu'est-ce qui se passe dans nos communautés? Comment est-ce qu'on développe les capacités dans nos communautés? Dans l'expérience que nous avons au niveau, ici je vous parle de villages, que ce soit à l'Est ou que ce soit au Kasaï, mais aussi dans d'autres parties de l'RDC, les stratégies de la communauté Baha'i qui travaille, je le répète, quand je dis communauté Baha'i, c'est simplement parce qu'il y a des initiatives qui viennent d'eux, mais ils travaillent avec la participation universelle, donc c'est tout un chacun. La stratégie est ce qu'on appelle un développement organique. C'est-à-dire que comme l'être humain, comme le corps humain, on est tous reliés. La main, si je veux manger, on m'a appris bien sûr, mais d'utiliser la main droite, mais la main gauche va aussi m'aider. D'accord ? Donc on est vraiment tous interreliés. Quand je veux marcher en équilibre, j'aurais plus facile de marcher avec ma jambe droite et avec ma jambe gauche. Eh bien, de la même manière, ce développement organique, qu'est-ce qu'il va permettre ? Il va permettre de développer des capacités au fur et à mesure des besoins qui se posent. Il va permettre aussi, avec un programme multidimensionnel, comme on l'a dit, où le cœur est vraiment les valeurs, mais à la fois aussi intellectuelles, les capacités qu'on va développer pour développer des compétences, eh bien, ça va donner à la femme, et tout un chacun, puisque c'est une participation universelle, et je parle de la femme ici, de choisir qui elle veut être dans tout son potentiel, parce qu'on va développer évidemment ses capacités. Et quand elle va choisir dans tout son potentiel, elle va aller au-delà de ce qu'on attend d'elle culturellement, de ce qu'on attend d'elle au niveau sociétal. Si on a l'habitude dans une culture, la maman doit rester uniquement dans telle posture, eh bien ici, on va, dans cette dynamique de participation universelle, voir le fruit, le ressentir, l'homme et la femme vont s'accompagner. Alors en termes justement d'impact économique et d'impact social, si on peut donner même un exemple, lorsque on va donner légalement, ici je parle même donner accès aux terres aux deux sexes, eh bien on remarque, comme on l'a dit, la femme elle a cette résilience, cette endurance, et l'homme il a cette force, et lorsqu'il y a cette complémentarité, on constate, hommes et femmes, que les revenus augmentent, la croissance des revenus, l'autosuffisance alimentaire augmente, les technologies innovantes sont de plus en plus, se développent davantage, les solutions par rapport aux besoins se développent davantage quand nous avons cette dynamique de complémentarité. Alors pour répondre à la question par rapport aux liens à tous les niveaux, on peut dire, institutionnel, communautaire et individu, il y a, je pense, le lien de confiance.
comment est-ce qu'on crée de la confiance. Et je pense que bien sûr la confiance, elle se crée avec la solidarité, avec la coopération, avec cette volonté sincère entre tous les niveaux, et qu'une des portes d'entrée, on n'a pas la solution, hein, mais un des angles, c'est l'accompagnement, justement, de permettre un programme d'éducation, de développement des capacités qui va permettre aux individus et aux femmes aussi de s'approprier leur processus, de s'approprier les choix qu'ils vont faire au niveau communautaire. Et donc, du coup, de s'approprier l'expérience. Parce qu'au fur et à mesure de l'expérience, c'est pour ça qu'on parle d'un développement organique, on ne peut pas, de manière tout à fait logique et sereine, demander à la maman qui fait des exploits sur le marché, tout d'un coup, de devenir ministre de l'Agriculture. D'accord ? La question ce n'est pas en ces termes qu'il faut poser la question, c'est en termes d'expérience. Comme on le dit, le changement commence par soi-même. C'est soi-même d'abord. On doit être le changement qu'on veut voir dans le monde. Donc, il est important que nous, en tant que société ou en tant qu'individu, qu'on puisse d'abord comprendre que les construits de la société, les normes et les traditions sont faites par les humains, les êtres humains. Et quand on s'appelle être humain, on doit comprendre qu'est-ce qu'un être humain. Donc chaque être humain doit d'abord se connaître les autres, donc un savoir-être. Qui es-tu? Qui suis-je? Comment suis-je composé? Quelles sont mes forces et mes capacités, mes faiblesses, mes aptitudes? Quelles sont les aptitudes des autres? Comment ils vivent pour pouvoir les comprendre? Donc, quand on se comprend, on comprend aussi les autres. On essaye de les comprendre et alors on essaye de voir comment on peut être complémentaire, qu'est-ce qu'on peut apprendre des autres, qu'est-ce qu'on peut donner aux autres, comment pouvons-nous vivre dans une société tout en sachant que les normes et les traditions sont établies par la société, tout en sachant que la physiologie existe, que l'égalité en termes physiologiques reste, l'égalité légale, donc ce qui est construit aussi par la société existe, et ce qui est divin existe aussi pour ceux qui sont religieux. Et donc de ce côté-là, si on se comprend, on pourra mieux vivre en société, avoir peut-être moins de conflits, donner peut-être la chance aux autres et voir notre humanité, voir en un autre sa propre humanité. Donc moi je termine avec la philosophie d'Ubuntu. Je suis parce que tu es. Et donc, si je te comprends, je me comprends. C'est créer du lien, développer cette intelligence qui crée un lien du cœur, un lien avec de l'esprit, un lien de l'intelligence avec les capacités, et ensemble, mutuellement sur ce chemin, pouvoir créer de l'expérience et dans cette unité, dans cette diversité, dans cette participation universelle. Et c'est ce qu'on essaye, en tous les cas, comme on a démarré l'émission en parlant d'Abdul Baha, quelque part, c'est un petit peu l'exemple qu'il nous donne, cet exemple de justice sociale et cet exemple aussi de paix. De paix au niveau international, mais au niveau, ça se joue dans la cohérence entre l'homme et la femme. Comment avoir la paix sur Terre si on ne sait pas avoir cette unité entre l'homme et la femme, mais l'unité, elle crée l'épanouissement de tout un chacun dans sa complémentarité. C'est connaître les autres et jeter les ponts. J'aime beaucoup cette phrase, let's bridge. Il y a beaucoup de structures de femmes. À ce niveau, si on s'approche, on va faire encore plus. Alors, j'ai dit, on doit jeter les ponts au niveau personnel et au niveau d'institutions de femmes. Et nous allons faire des miracles pour ce pays, ensemble avec les hommes, bien entendu.